Ma femme a dit, je serai occupée, ne m'appelle pas. Alors j'ai appelé son ami et j'ai dit, dis-lui que sa femme a aimé leurs photos. 1 heure plus tard, ma femme était à la maison, visiblement secouée. Il était tard dans la soirée et le léger bourdonnement du radiateur d'appoint remplissait mon bureau à domicile pendant que je parcourais mes relevés financiers comme je le faisais chaque vendredi. Je m'appelle Michael Arlo. Je suis un auditeur fiscal principal à Portland, dans l'Oregon. Les chiffres ne me mentent pas. Mais ce soir-là, un chiffre l'a fait. Il était là. Un retrait de 2800 € de l'un de nos comptes communs. Aucun libellé, aucun vendeur associé, rien. Juste une ligne froide de chiffres disparaissant de notre solde comme un balayage fantôme. Je me suis penché, en me frottant la tempe. Pas moyen, ai-je murmuré. Je n'avais autorisé aucune somme s'approchant de ce montant. Je me suis levé, doucement, j'ai descendu le couloir et j'ai trouvé Stéphanie, ma femme, dans la cuisine. Elle se servait un verre de vin blanc, fredonnant un vieil air de Fleetwood Mac qui jouait sur la petite enceinte près de l'évier. « Steph » ai-je dit d'un ton neutre. « Puis-je te demander quelque chose ?» Elle s'est retournée, surprise par mon ton. « Bien sûr. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y a un débit ici. 2800 €. Retiré du compte commun il y a 3 jours. Je n'ai pas touché à cet argent. L'as-tu fait ?» Son corps s'est raidi. Juste une fraction de seconde, mais je l'ai remarqué. Elle a eu un petit haussement d'épaule. Trop désinvolte. C'était peut-être quelque chose d'automatique. As-tu vérifié avec la banque? Bien sûr que j'ai vérifié. Ce n'est pas marqué comme un transfert programmé, et il n'y a aucun vendeur listé. Stéphanie a pris une lente gorgée de vin et s'est tournée de nouveau vers le comptoir. Je ne sais pas alors, a-t-elle dit. C'est peut-être une erreur comptable. Tu t'y connais mieux que moi. Ma mâchoire s'est crispée. Steph, ne fais pas ça. Ne me renvoie pas ça comme si c'était un problème mathématique. C'est presque 3000 €. J'ai besoin de savoir où c'est passé. Elle a fait volte-face. Le regard perçant maintenant. Es-tu en train de m'accuser de quelque chose? Je te demande des éclaircissements, ai-je répondu, en gardant la voix posée. Eh bien, je n'en sais rien, a-t-elle lâché, soudain sur la défensive. Pourquoi prendrais-je ce genre de somme sans te le dire? C'est exactement ce que je me demande. Elle a expiré bruyamment et a croisé les bras. C'était peut-être une erreur. Ou peut-être que ton système se trompe. Pourquoi es-tu toujours aussi paranoïaque à propos de l'argent? Tout n'est pas une affaire à résoudre, Michael. Tu penses que je suis paranoïaque parce que je pose des questions sur 2800 € manquants. Je me suis approché d'un pas, baissant la voix. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est du partenariat. Ou du moins, ça l'était. Son visage s'est décomposé un instant. Une lueur de culpabilité ou juste de l'agacement. Je ne vais pas faire ça ce soir, a-t-elle dit en me dépassant avec son vin à la main. Stéphanie, lui ai-je lancé. Ce n'est pas fini. Mais elle sortait déjà de la pièce, laissant derrière elle l'odeur du détergent aux agrumes et de la froide suspicion. Je m'appelle Michael Arlo. J'ai 38 ans. Je porte des chemises repassées, je bois mon café noir et j'ai passé 12 ans à auditer les secrets des autres. Notre maison, une maison d'artisans soignée près du parc Laurel-Hurst, reposait sur la confiance mutuelle, des mots de passe partagés et des soirées en amoureux programmés. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Et ce chiffre sur l'écran ce soir-là, c'était la première fissure dans le système. Demain, j'insisterai pour obtenir plus de réponses. Mais ce soir-là, je me suis rassis à mon bureau, fixant l'écran comme s'il allait me renvoyer la vérité en clignotant. L'odeur des pancakes au beurre m'a frappé avant même que j'atteigne le bas des escaliers. Stéphanie ne cuisinait jamais en semaine. Elle le faisait à peine le week-end. Et pourtant, elle était là, fredonnant doucement, retournant des pancakes dorés sur la plaque chauffante pendant que du bacon grésillait à côté. Il y avait même du jus d'orange fraîchement pressé sur la table, chose que je n'avais pas eue depuis notre 2e anniversaire. Je me suis arrêté dans le couloir une seconde, l'observant de dos. Ses cheveux étaient détachés, de douces ondulations reposant sur les épaules d'un peignoir bleu pâle que je n'avais pas vu depuis des mois. Elle avait l'air calme. Trop calme. Bonjour, a-t-elle gazouillé sans se retourner.
Bonjour, ai-je dit, plus lentement, plus doucement. Elle a placé une assiette devant ma chaise habituelle, puis s'est assise en face de moi, reposant son menton dans une main comme si c'était un brunch de dimanche paresseux et non les lendemains d'une guerre froide. J'ai pensé que tu pourrais utiliser une petite douceur aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu as travaillé sans arrêt. J'ai regardé l'assiette. Des pancakes, du bacon, des fraises, coupées parfaitement, les bords nets, comme elle le faisait quand nous avons emménagé ensemble. Elle a souri, un sourire éclatant et répété. Mange avant que cela ne refroidisse. J'ai pris une bouchée, plus par habitude que par faim. Elle m'observait comme si elle attendait un verdict. J'ai mâché lentement, puis j'ai posé ma fourchette. Nous n'allons pas faire ça, Steph. Son sourire a vacillé. Faire quoi, a-t-elle demandé, feignant la confusion. Cette représentation, la nourriture, le peignoir, l'acte de l'épouse parfaite. Dis-moi juste à quoi ont servi les 2800 €. Son regard est tombé sur sa tasse. Je t'ai dit que je ne me souviens de rien de tel. Peut-être que la banque a fait une erreur. Peut-être que c'était quelque chose que nous avons oublié. Je l'ai regardé fixement. Stéphanie, je n'oublie pas. Et les banques ne perdent pas 3000 € au hasard. Elle a eu un petit rire étouffé, pas amusé. Défensif. Eh bien, peut-être que tu devrais vérifier ta mémoire. Tu as été tellement stressé par le travail dernièrement. Peut-être que tu l'as déplacé et que tu as oublié. J'ai gardé une voix stable. J'ai vérifié 3 fois. Ce n'était pas moi, et je sais que tu le sais. Elle s'est adossée à sa chaise, expirant fort par le nez. Pourquoi m'interroges-tu comme l'un de tes clients? Parce que j'ai l'impression que l'un d'eux vient de s'introduire dans mon compte. Le coup a porté. Ses lèvres se sont pincées. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La cuisine s'est remplie du faible tic-tac de l'horloge murale et de l'odeur du sirop refroidissant sur l'assiette. Je fais un effort, là, a-t-elle fini par dire. J'essaie de faire en sorte que cette matinée paraisse normale. La normalité serait l'honnêteté. La normalité serait la confiance. Je me suis légèrement penché en avant. Sais-tu à quoi ressemble une fausse écriture, Steph? J'en ai vu 100 fois. Les plus vagues sont les pires. Elles cachent toujours quelque chose. Elle a dégluti. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a hésité, ses doigts se resserrant autour de sa tasse. C'était peut-être quelque chose pour aider quelqu'un, a-t-elle dit doucement. Mon estomac s'est noué. C'était nouveau. Qui, ai-je demandé? Cela n'a pas d'importance. Cela a de l'importance pour moi. Elle s'est levée brusquement, ramassant son assiette. Je ne vais pas faire ça. Pas quand tu es assis là à me juger comme si j'étais au tribunal. Je me suis levé aussi. Tu es au tribunal, Steph. Ici, avec moi. Elle a jeté l'assiette dans l'évier avec un bruit métallique aigu et s'est retournée, les yeux brillants de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la colère, de la culpabilité, ou peut-être les deux. Tu veux tellement le savoir? Très bien. J'ai aidé une amie. Elle avait besoin d'un prêt. Elle était dans une mauvaise passe. Je ne voulais pas t'inquiéter. Une amie, ai-je dit lentement. Elle a hoché la tête. Quelle amie? Elle n'a pas répondu. Elle a juste tourné le dos et a commencé à rincer la vaisselle. Tu mens, ai-je dit doucement maintenant. Elle s'est figée juste une seconde. C'était tout ce dont j'avais besoin. L'atmosphère est redevenue glaciale, comme si le thermostat avait chuté de 10 degrés. J'ai regardé ses épaules se tendre, et je n'ai pas insisté davantage. Pas encore. J'ai pris mon café, j'ai bu une longue gorgée, puis je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Je vais travailler tard ce soir, ai-je dit en enfilant mon manteau. Pas de réponse. Seulement le cliquetis de l'argenterie dans l'évier. Derrière moi, la cuisine, la maison entière donnait l'impression de retenir son souffle. Le lendemain matin au bureau, je ne me suis même pas assis avant d'ouvrir le portail de notre compte commun sur mon écran de travail. Je m'appelle Michael Arlo et je suis un homme de chiffres. Et quand quelque chose ne colle pas, je verrouille tout. 2 clics plus tard, nos comptes étaient gelés, l'accès restreint,
Les cartes bloquées. Le système a émis un son de confirmation sourd, et juste comme ça, la porte était fermée. Stéphanie ne le découvrirait pas avant que les cartes ne la lâchent. Et ce n'était pas un accident. Je ne voulais pas me battre. Je voulais la vérité. Et peut-être, juste peut-être, cela la pousserait-il assez loin pour qu'elle finisse par cracher le morceau. À 15h41, mon téléphone a vibré sur le bureau. Stéphanie, la carte mobile vient d'être refusée au magasin. Quelque chose ne va pas avec la banque. 3 minutes plus tard. Stéphanie, Michael. Je fais la queue avec les courses. Que se passe-t-il? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les points de frappe apparaître et disparaître, encore et encore. Le reste de la journée de travail s'est passé dans le brouillard. J'ai terminé 2 révisions de dossier, j'ai soumis un rapport et j'ai conduit pour rentrer chez moi sous un ciel gris de Portland épais de bruine. Quand je suis entré, Stéphanie était déjà là, debout dans le couloir, les bras croisés, portant toujours son manteau. « Tu as gelé les comptes » a-t-elle dit, sautant tout préambule. J'ai hoché la tête en retirant ma veste. « Oui, pourquoi ?»« Tu sais exactement pourquoi. » Elle a cligné des yeux. « Non, vraiment pas, Michael. J'ai été humilié aujourd'hui. Sais-tu ce que ça fait de voir sa carte refusée devant 10 personnes? Sais-tu ce que ça fait, ai-je dit calmement, de demander la vérité à sa femme et de recevoir un petit déjeuner scénarisé et un mensonge sur l'aide apportée à une amie? Son visage a rougi. Alors c'est une punition. Non, ai-je dit, c'est une limite. Elle a laissé échapper un rire bref et amer. Une limite? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Je ne sais pas ce que tu caches, ai-je continué en passant devant elle pour aller dans la cuisine. Mais je sais que c'est assez important pour que tu mentes 2 fois, ce qui signifie que c'est assez important pour que je prenne des précautions. Elle m'a suivi, la voix s'élevant. Tu penses que je te vole? C'est de ça qu'il s'agit? Je me suis tourné pour lui faire face. Non, je pense que tu l'as déjà fait. Cela l'a réduite au silence pendant un moment. Puis elle a baissé les yeux et a parlé plus doucement. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, Michael. Alors tu aurais dû dire quelque chose avant que 3000 € ne disparaissent de notre vie. J'ai pris un verre d'eau et je suis entré dans le salon, la laissant debout dans la lueur de la lumière de la cuisine. Cette nuit-là, elle n'est pas venue se coucher. Je l'ai trouvée recroquevillée sur le canapé du salon, enveloppée dans la fine couverture grise que nous gardions habituellement pliée sur la coudoir. Pas d'oreiller, toujours en jean, avec une seule chaussette. Je me suis tenu dans le couloir, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Pas de mots, plus de combats à mener, juste 2 personnes dans une seule maison, s'éloignant l'une de l'autre à chaque respiration. Le silence ne remplissait plus seulement l'espace. Il en changeait la forme. Stéphanie était juste là, mais la distance entre nous semblait être d'1 millier de kilomètres. Et à ce moment-là, quelque chose s'est installé, froid et lourd, dans ma poitrine. Peu importe ce que c'était, ce n'était pas juste une mauvaise passe. Quelque chose s'était brisé. Et au fond de moi, je pense qu'elle le savait, elle aussi. C'était juste après le déjeuner quand Stéphanie a finalement brisé le silence. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau à domicile, ses lunettes de soleil déjà sur le nez, son sac en bandoulière sur l'épaule comme si elle avait répété la pause. « Je pars pour quelques jours », a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. « Partir où ? Est-ce que cela a de l'importance » a-t-elle répondu rapidement. « J'ai besoin d'espace. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de message. Je te contacterai quand je serai prête. » Cela a attiré mon attention. Je me suis adossé à ma chaise. Tu disparais après un mensonge financier, et je ne suis pas censé poser de questions. Elle a croisé les bras. Tu as gelé notre argent, tu m'as humilié et tu as transformé notre maison en tribunal. J'en ai fini de m'engager. Tu ne m'as toujours pas dit où est passé l'argent, ai-je dit d'un ton égal. Sa mâchoire s'est crispée. Et je ne le ferai pas. Elle s'est retournée et s'est éloignée avant que je puisse dire un autre mot. La porte d'entrée s'est fermée avec un doux cliquetis. Pas un claquement. Pire qu'un claquement. 1 heure plus tard, j'étais déjà au téléphone. Evan Brox, a dit la voix. Tu as dit que c'était urgent. Ça l'est,
ai-je répondu. J'ai besoin d'une recherche. Personnelle, pas officielle. Discret. Il a fait une pause. Tu es toujours avec le département? Oui. Alors tu sais que je ne demande pas pourquoi, a dit Evan. Envoie-moi les détails de la transaction. À la tombée de la nuit, nous étions assis l'un en face de l'autre à une petite table dans un café du centre-ville. Evan Brox, enquêteur privé, ancienne unité des crimes financiers. Le genre d'homme qui remarquait tout et ne réagissait à rien. Il a fait glisser une enveloppe en papier craft vers moi. Ce retrait, a-t-il dit. Réservation d'hôtel pour 3 nuits payées d'avance. Je l'ai ouverte. Ma poitrine s'est serrée. Le même hôtel, a continué Evan. Celui dans lequel ta femme s'est enregistrée ce matin. J'ai levé les yeux. Elle a dit qu'elle quittait la ville. Elle l'a fait, a-t-il dit calmement. Juste pas seule. Il a ouvert sa tablette et l'a tournée vers moi. Elle était là, Stéphanie, riant, la main sur le bras d'un homme alors qu'ils entraient ensemble dans le hall de l'hôtel. Une autre photo, eux assis près l'un de l'autre au bar. Un autre ascenseur, sa main au creux de son dos. J'ai dégluti difficilement. Qui est-il, ai-je demandé. Evan n'a pas hésité. Denny Carmichael. Le nom m'a frappé comme le tiroir d'un classeur qui tombe. Non, ai-je dit doucement. Oui, a répondu Evan. Denny Carmichael. Marié. Portefeuilles immobiliers, sociétés écrans. Et il m'a jeté un regard. Très familier à ton cercle professionnel. J'ai expiré lentement. Il a pris la parole à 3 conférences sur la fiscalité. Et il est négligent, a ajouté Evan. Il utilise des comptes personnels quand il ne le devrait pas. Cette liaison? Financée négligemment. J'ai regardé à nouveau les photos, l'aisance entre eux, le mensonge dans lequel je vivais. Donc, ce n'était pas une amie, ai-je dit. Evan a secoué la tête. Non, ce ne l'était pas. J'ai refermé l'enveloppe soigneusement. Donne-moi tout, ai-je dit. Mais garde ça propre. Evan a hoché la tête une fois. C'est déjà en cours. Alors que je rentrais chez moi, la pluie ruisselait comme de l'électricité statique. Stéphanie n'était pas partie pour se vider la tête. Elle était partie se cacher. Et l'homme avec qui elle avait choisi de se cacher venait de faire le pire choix possible de mari à croiser. Le lendemain après-midi, je me suis retrouvé agrippé au volant devant une maison à 2 étages nichée dans une impasse tranquille de l'Écosswego. Tout dans la rue avait l'air intact. Des haies taillées, des vélos d'enfants appuyés contre des clôtures, des carillons éoliens se balançant doucement dans la brise. C'était le genre d'endroit qui rendait la trahison encore plus froide. Je suis resté assis dans ma voiture pendant une bonne minute avant de finalement sortir. L'enveloppe en papier craft était glissée sous mon bras, plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Le porche d'entrée a grincé doucement lorsque j'ai monté les marches. Une couronne de lavande séchée était accrochée à la porte. J'ai frappé une fois. Quelques secondes ont passé. Puis la porte s'est ouverte. Cara Carmichael, ai-je demandé. Elle semblait avoir la petite quarantaine. Menue, des cheveux châtains ondulés attachés en un chignon bas. Pas de maquillage, juste de douces lignes autour de ses yeux qui se creusaient d'inquiétude. Oui, a-t-elle répondu prudemment, s'agrippant au bord de la porte. Je m'appelle Michael Harlow, ai-je dit. Je sais que c'est inattendu, mais je pense que nous devrions parler. C'est au sujet de votre mari. Son expression s'est figée pendant un battement de cœur. Denny? J'ai hoché la tête une fois. Puis-je entrer? Il y a eu une longue pause. Puis elle s'est écartée silencieusement. À l'intérieur, la maison était chaleureuse, décorée avec goût, et sentait légèrement la cannelle. Un golden retriever a levé la tête d'un tapis voisin, mais n'a pas aboyé. Elle a désigné le canapé. Je me suis assis. Elle est restée debout. Est-ce qu'il va bien, a-t-elle demandé, la voix mince d'inquiétude. J'ai tendu doucement l'enveloppe. J'ai bien peur que non, mais pas de la manière dont vous le pensez. Elle l'a prise lentement, ses yeux papillonnant entre moi et le seau. Elle s'est assise en face de moi, l'a délicatement décollée et a commencé à sortir les photos une par une. Le silence s'est étiré comme du verre entre nous.
Ses mains ont commencé à trembler avant même d'arriver à la deuxième photo. Et puis son souffle s'est coupé. Non, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le silence porter le poids. Elle a fait défiler le reste. Stéphanie et Denis riant au bar, se tenant la main dans le hall de l'hôtel, entrant dans l'ascenseur comme s'ils n'avaient pas de vœux les ancrant à d'autres vies. Lorsqu'elle a atteint la dernière photo, elle l'a posée sur ses genoux et a pressé ses paumes sur son visage. Ses épaules ont tremblé. Puis les sanglots sont venus. Durs, brisés, incontrôlables. Je suis resté assis calmement, les mains croisées devant moi. Je suis tellement désolé, ai-je dit doucement. Je sais ce que ça fait. Trop bien. Elle a levé les yeux à travers ses larmes. Depuis combien? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je l'ai découvert hier, ai-je répondu honnêtement. Mais à en juger par la façon dont il se comporte, ce n'est pas nouveau. Elle a secoué la tête. Nous avons 2 garçons. L'un est au collège. L'autre apprend la guitare. Il l'a aidé à choisir les chansons. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je bien dire à cela? Pourquoi ferait-il ça, a-t-elle demandé, plus à elle-même qu'à moi. Parce que des gens comme Denis pensent qu'ils le peuvent, ai-je dit doucement. Cara a essuyé ses joues avec la manche de son pull. Vous avez dit que vous vous appeliez Michael? J'ai hoché la tête. Elle m'a regardé, toujours abasourdi. Vous n'étiez pas obligé d'apporter ça. La plupart des gens auraient simplement laissé tomber. Je ne pouvais pas, ai-je dit. Pas quand c'est avec ma femme. Ses yeux se sont adoucis face à la réalisation. Stéphanie. J'ai hoché la tête à nouveau. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre ainsi. Mais vous méritez de tout savoir. Elle a fixé les photos une fois de plus. Puis j'ai fait glisser une carte de l'autre côté de la table. Je connais un bon avocat spécialiste en divorce. Vif, discret. Vous aurez besoin de quelqu'un qui ne sourcillera pas quand l'argent commencera à être déplacé. Elle a pris la carte lentement. Je ne sais pas si je suis prête, a-t-elle murmuré. Je ne l'étais pas non plus, ai-je répondu. Mais à la seconde où ils ont pris leur décision dans notre dos, ils ont commencé à écrire la fin pour nous. Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Dehors, le vent frôlait les fenêtres. À l'intérieur, 2 étrangers étaient assis calmement, liés non pas par l'amitié, mais par les ruines. Et curieusement, je pense que nous nous sentions tous les deux un peu moins seuls. Au moment où je me suis garé dans l'allée, le ciel était devenu terne avec les nuages de début de soirée. Ce genre de gris de Portland qui donnait l'impression que tout avait été vidé de ses couleurs. La lumière du Porsche s'est allumée automatiquement lorsque j'ai monté les marches. Je m'attendais à moitié à voir la voiture de Stéphanie de retour dans l'allée. Une tentative de limitation des dégâts attendant à l'intérieur. Mais la maison était toujours vide. Calme. Trop calme. J'ai déposé mes clés dans le bol en céramique près de la porte et je me suis dirigé directement vers la cuisine, me servant un verre d'eau dont je ne voulais pas vraiment. Mon téléphone a vibré au moment où je tendais la main vers lui. Et instinctivement, j'ai ouvert notre journal d'appels. Aucun appel manqué de sa part. Alors, j'ai appuyé sur son nom, j'ai attendu, et c'est là que c'est arrivé. Ce numéro n'accepte plus les appels de votre contact. J'ai cligné des yeux, j'ai rappelé. Même voix robotique. Bloqué. J'ai laissé échapper un petit rire. Pas par amusement. Par incrédulité. Elle n'était pas seulement partie. Elle n'avait pas seulement menti. Elle avait complètement coupé les ponts comme si j'étais un ex instable. Elle avait besoin de s'échapper. J'ai fait défiler nos anciens messages, le pouce en l'air. J'ai failli écrire quelque chose. Failli. Mais au lieu de cela, j'ai fermé la conversation et j'en ai ouvert une nouvelle. Linda Carrington, la meilleure amie de Stéphanie. Agent immobilier, toujours surcaféinée, toujours fouineuse. Je n'ai pas perdu de temps en salutations. J'ai juste tapé, dit à Stéphanie que la femme de Denis a aimé leurs photos. 3 points sont apparus presque instantanément, puis ont disparu. Rien n'est arrivé après ça. Peu importe. Le message était passé, et je savais qu'il se propagerait exactement comme je le voulais. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans le bureau. Pas de télévision,
pas de musique, juste le doux bourdonnement du réfrigérateur provenant de la cuisine. La pièce avait toujours la même apparence. La bibliothèque bien rangée, la table basse propre, 2 fauteuils assortis qui signifiaient autrefois ensemble, mais maintenant, cela ressemblait au musée d'une vie qui s'était déjà terminée. Le plaid était toujours plié sur le canapé. La tasse de Stéphanie, celle avec la petite ligne bleue fêlée sur la poignée, était toujours dans l'égouttoir. Je pouvais presque entendre sa voix dans le silence de la pièce. « Michael, tu suranalyses toujours tout. Ne peux-tu donc jamais lâcher le contrôle une seule seconde ? » Le contrôle ? Elle disait ça comme si le fait de vouloir la vérité me rendait obsessionnel. Mais maintenant, elle était partie. Et la vérité aussi. Elle était partie avec les deux. Et pourtant, je ne me sentais pas vaincu. Je ressentais autre chose. Le calme. Pas le bon genre. Le genre lourd. Le calme qui s'installe après l'explosion quand la fumée ne s'est pas dissipée, mais que vous savez déjà que ce qui reste ne sera pas recollé. Je suis resté assis là, fixant la faible lumière de la lampe, passant mon pouce sur le bord de la chemise cartonnée à côté de moi. Les photos, les noms, les heures. Ce n'était pas fini. Elle m'avait peut-être bloqué, mais j'étais loin d'en avoir terminé. Si cette partie résonne en vous, donnez un pouce bleu à la vidéo. La porte d'entrée s'est ouverte violemment comme si elle avait été frappée à coups de pied. Stéphanie est entrée rapidement, les cheveux emmêlés, les yeux écarquillés, son manteau à moitié enlevé comme si elle n'avait même pas fini de s'habiller avant de se précipiter ici. Elle s'est figée quand elle m'a vu assis à l'îlot de la cuisine. Je n'ai pas bougé, j'ai juste continué à remuer lentement le thé dans ma tasse, regardant la cuillère faire le tour à l'intérieur. Sa voix a brisé le silence. « Tu l'as dit à Cara. » J'ai levé les yeux une fois. Oui. Son sac est tombé par terre. Michael, oh mon Dieu, tu ne comprends pas. Non, ai-je dit calmement. Je comprends parfaitement. Elle a cligné des yeux. Tu m'as prise au dépourvu. Tu n'en avais pas le droit. Tu n'en avais pas le droit. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle a tranché. De dépenser notre argent pour ta liaison. De me bloquer comme si j'étais le problème. De rentrer dans cet hôtel avec un autre homme et d'appeler ça des vacances. Stéphanie s'est avancée, frénétique maintenant. Cela ne devait pas se passer comme ça. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste. Arrête, ai-je dit sèchement. Ne m'insulte pas avec le discours du « c'est juste arrivé au point ». Ses épaules se sont affaissées. Puis les larmes sont venues. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers le comptoir, j'y ai laissé reposer la tasse. Tu n'as pas fait d'erreur, ai-je répondu. Tu as pris des dispositions. Tu as réservé des chambres. Tu as dégagé ton emploi du temps. Tu lui as donné mon temps. Tu as utilisé notre argent. Elle a couvert sa bouche comme si les mots l'avaient frappé physiquement. Sa voix s'est brisée en morceaux. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. C'est déjà allé aussi loin, ai-je dit. Au moment où tu as choisi le silence plutôt que l'honnêteté. Elle s'est avancée vers moi. S'il te plaît, Michael, nous pouvons réparer ça. Je te dirai tout. Je couperai tout contact. Nous pouvons suivre une thérapie. Ne laisse pas les choses se terminer ainsi. Je l'ai fixé du regard. La femme avec qui j'avais partagé des vacances, construit des routines, m'était disputée pour les réglages de la machine à laver et les menus de plats à emporter. Elle ressemblait à une étrangère maintenant, paniquée et petite dans la maison que nous avions l'habitude d'appeler la nôtre. Je ne veux pas de thérapie, ai-je dit. Je veux la paix. Michael, tu dois préparer tes affaires. Elle s'est figée. Quoi? Tu dois partir ce soir. Sa voix s'est brisée. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais cette maison n'est plus la tienne. Elle est restée là, tremblante, puis a fait un pas hésitant en arrière. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête une fois. Stéphanie m'a dévisagé, cherchant quelque chose sur mon visage. De la rage, de la douceur, de l'hésitation. Mais je ne lui ai rien donné, juste de l'immobilité. Je n'ai jamais voulu te perdre, a-t-elle murmuré. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit.
Tu m'as donné. Elle s'est effondrée. Juste là, au centre de la cuisine, le barrage a finalement cédé. Elle a sangloté dans ses mains, les genoux fléchissant légèrement, mais je n'ai pas bougé pour l'aider. Pas cette fois. Une bonne minute s'est écoulée ainsi. Puis elle s'est retournée, a marché lentement vers le couloir et a disparu dans la chambre. Des tiroirs se sont ouverts, des valises ont roulé. 1 heure plus tard, elle est repassée devant moi. Le mascara coulant, les yeux rouges, traînant 2 sacs derrière elle. Elle s'est arrêtée à la porte. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardée ouvrir la porte, sortir dans la nuit et la refermer doucement derrière elle. Le son était doux, mais c'était l'adieu le plus bruyant que j'ai jamais entendu. C'était un mardi après-midi lorsque le coup frappé à la porte de mon bureau à domicile s'est transformé en une bousculade. Denis Carmichael a fait irruption, le visage rouge, les yeux fous. Il n'a pas pris la peine de fermer la porte derrière lui. Il a juste fait irruption comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. « Tu te crois malin ?» a-t-il lancé, me pointant du doigt comme si j'étais un méchant dans sa tragédie. « Tu penses que tu peux détruire tout ce que j'ai construit juste parce que ta femme. » « Attention », ai-je dit, sans même me lever de mon bureau. « Tu es chez moi, maintenant. » Il a claqué la porte derrière lui, faisant les 100 pas sur le tapis comme un animal pris au piège. « Tu l'as dit à Kara. Tu l'as humilié. Tu as traîné mon nom dans la boue. »« Non », ai-je dit en me levant enfin. « C'est toi qui as fait ça. J'ai juste ouvert les stores et laissé entrer la lumière. » La bouche de Denis s'est ouverte, mais il n'a pas parlé tout de suite. Son costume, le genre de luxe sur mesure qui crie le pouvoir, était froissé. Ses cheveux, d'habitude gominés et parfaits, étaient négligés. Il avait l'air fatigué, secoué. « Tu n'en avais pas le droit », a-t-il marmonné, baissant légèrement la voix. « Ce n'était pas ton combat. Alors tu aurais dû rester en dehors de ma vie, ai-je dit froidement. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'y es faufilé, dans ma maison, dans mon mariage, et ensuite tu as agi avec surprise quand ça a pris feu. » Il m'a pointé du doigt à nouveau, mais sa main tremblait. « Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté. »« Je sais ce que ça m'a coûté, » ai-je rétorqué. « Une vie, une maison, une femme en qui j'avais confiance, et je suis toujours là, debout, au milieu de tout ça. » Denis s'est approché, essayant de se gonfler. « Tu t'es fait des ennemis, Michael. » J'ai penché la tête, inébranlable. C'est censé m'effrayer. Il m'a dévisagé pendant un long moment, respirant difficilement. Mais derrière la rage dans ses yeux, je l'ai vu. La chose qu'il n'avait encore montrée à personne d'autre. La peur. « Tu penses que ça se termine avec ton petit coup de vengeance ?» a-t-il dit. « Tu penses que c'est fini ?» J'ai contourné le bureau lentement, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Je pense, » ai-je dit calmement, que tu es en train de réaliser que tout ce que tu as construit était mince comme du papier, que Kara était ton bouclier, que ta réputation t'achetait le silence, et que maintenant il ne reste plus rien de tout cela. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu as franchi la ligne, Denis, » ai-je conclu à voix basse. « Maintenant, affronte les conséquences. » Le silence entre nous est devenu si bruyant qu'il bourdonnait. Puis, pendant un instant, il a eu l'air de vouloir frapper. Mais à la place, il a reculé. Vaincu, il a réajusté sa veste, a regardé autour de lui comme s'il avait oublié où il était, et s'est doucement tourné vers la porte. Pas de menace, pas de dernier mot, juste une lente retraite de l'espace qu'il pensait pouvoir dominer. Lorsqu'il est sorti, la porte s'est fermée avec un clic, sans claquer, presque poliment. Je suis resté là pendant un moment, laissant le silence remplir la pièce à nouveau. Il était entré avec le feu, il était reparti en fumée. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti la balance commencer à s'équilibrer. Les salles d'audience ne ressemblent pas à la justice. Elles ressemblent à de la paperasse. Des chaises froides, des bouches d'aération qui bourdonnent trop fort. Mais ce matin-là, assis à la table du plaignant en face de Stéphanie, je n'avais pas froid. Je me sentais achevé. Elle portait un blazer noir, les cheveux tirés en arrière, un maquillage soigné, comme si elle essayait d'avoir l'air pleine de remords sans avoir l'air ruinée. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. La juge, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture métallique et aucune patience pour les drames, a feuilleté les documents, mes documents,
les relevés téléphoniques, les relevés financiers, les réservations d'hôtels, les photos, les retraits. L'avocat de Stéphanie a essayé l'approche habituelle. Confusion émotionnelle, tension conjugale, stress, la défense du jugement temporairement altéré. La juge a brandi une page. Un égarement avec un reçu d'hôtel de 2800 €, a-t-elle demandé d'un ton sec. Étage de nuit, pas une. Stéphanie n'a pas croisé mon regard. 1 heure plus tard, c'était terminé. La résidence principale reste à Monsieur Arlot, a déclaré la juge. Pension alimentaire minimale en raison de preuves claires d'inconduite conjugale. Actif commun divisé sur une base de 75/25 en faveur du demandeur. J'ai expiré doucement. Stéphanie avait l'air de quelqu'un à qui on avait complètement coupé le souffle. Je n'ai pas eu de sourire narquois, je ne me suis pas réjoui. Je me suis simplement levé, j'ai rassemblé mes documents et j'ai quitté la salle d'audience avec le même calme avec lequel j'y étais entré. Mais je n'en avais pas terminé. Pas avec Denis Carmichael. Cela a commencé le lendemain matin. J'ai passé 2 coups de téléphone. Un à la ligne d'assistance téléphonique de la conformité des services fiscaux, un à un ami du département des impôts de l'Oregon. Les 2 appels ont été courts, polis. J'ai simplement demandé qu'ils examinent de plus près certaines déductions commerciales signalées dans ces déclarations. Anonymement. 3 jours plus tard, j'ai déposé une plainte officielle sous mes propres références. Pas personnel, professionnel. J'ai joint des documents qui soulevaient des questions sur les évaluations que Denis avait soumises pour sa fiducie immobilière. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la clarté. Je savais comment rédiger un rapport qui donnait envie aux autres auditeurs de retourner chaque page 2 fois. Bientôt, le projet phare de Denis à Biverton, un complexe de condominium de luxe, a été mis en pause. Puis un autre. Les permis ont commencé à être réévalués. Les entrepreneurs ont commencé à se retirer. À la 2e semaine, un audit discret était en cours. 3e semaine, un deuxième s'est ouvert, fédéral. Quelqu'un à l'intérieur a laissé fuiter que l'évaluation de plusieurs avoirs avait été gonflée. Les fissures s'élargissaient. À la 4e semaine, des chuchotements suivaient Denis partout. Le même homme qui entrait autrefois dans des pièces avec une foule derrière lui regardait maintenant par-dessus son épaule plus qu'il ne souriait. Pas de gros titres. Pas encore. Mais la pression était là. Et je savais exactement où continuer à pousser, car il ne s'agissait plus seulement de mon mariage. Il s'agissait d'un homme qui pensait pouvoir prendre ce qui n'était pas à lui et s'en aller comme si cela n'avait jamais eu d'importance. Maintenant, chaque actif qu'il essayait de protéger était sous surveillance. Chaque chiffre, chaque contrat gonflé, chaque reçu trop propre. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas déformé. J'ai juste orienté les gens vers la vérité et je les laissais faire le reste. Stéphanie était partie avec une fraction. Denis regardait son empire se transformer en sable. Et moi, j'avais la paix. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je l'avais mérité, un mouvement calme et calculé à la fois. Je terminais un rapport d'audit trimestriel lorsque j'ai entendu frapper. 3 coulant sur la vitre à l'extérieur de la porte de mon bureau. J'ai levé les yeux. Denis Carmichael. Mais pas le Denis dont je me souvenais sur les scènes de conférences et dans les cocktails de réseautage. Cet homme avait l'air creux. Son costume sur mesure pendait lâchement sur ses épaules. Le bronzage avait disparu. Ses yeux étaient injectés de sang. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il a quand même ouvert la porte. 5 minutes, a-t-il dit, la voix éraillée. C'est tout ce que je demande. Je me suis adossé à ma chaise. Alors ne perdez pas une seconde. Il a fermé la porte derrière lui, a marché jusqu'au bord du bureau, et ne s'est pas assis. J'ai perdu Cara, a-t-il dit. Elle a pris les garçons. Elle a demandé le divorce le lendemain du jour où tu lui as montré ses photos. Je n'ai pas répondu. Mon nom est traîné dans la boue. Le conseil d'administration m'a retiré des pourparlers d'expansion. 2 enquêtes sont en cours. 3 partenariats ont été abandonnés au cours des 10 derniers jours. Mon téléphone sonne à peine, à moins que ce ne soit pour de mauvaises nouvelles. Il s'est frotté le visage des 2 mains. Tu as prouvé ce que tu voulais prouver. D'accord, j'ai compris. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit calmement, les yeux fixés sur lui.
C'est toi. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Et quelque chose dans sa poitrine s'est effondré. Mon père a construit cette entreprise à partir de rien, a-t-il murmuré. Et je l'ai maintenu en vie. Le nom Carmichael signifiait quelque chose dans cette ville. Maintenant, les gens traversent la rue quand ils me voient. Je me suis retourné vers mon écran, j'ai cliqué sur la page suivante du rapport. Je veux juste que ça s'arrête, a dit Denis. Les audits, la pression, les appels discrets. Tu as prouvé ce que tu avais besoin de prouver. Très bien. J'ai levé les yeux lentement. Tu es entré dans ma vie sans y être invité. Tu as détruit un mariage. Tu pensais que j'allais juste laisser passer ça. Je ne pensais pas. Exactement, les jeux coupés. Tu n'as pas pensé à Stéphanie, à Cara, à tes propres enfants, et certainement pas à l'homme qui a bâti sa carrière en repérant les menteurs. Le visage de Denis s'est froissé. Je n'ai plus rien, a-t-il dit doucement. Je me réveille et je fixe le plafond pendant 1 heure avant même de bouger. Je l'ai perdu. J'ai perdu l'entreprise. Je me suis perdu, a-t-il fait une pause, déglutissant difficilement, moi-même. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai recommencé à taper. C'était tout. Pas de réplique suffisante, pas d'avertissement final, juste de la paperasse. Il est resté là encore 1 seconde, attendant quelque chose. Du pardon, peut-être. Je ne lui en ai pas donné. Il s'est retourné, est sorti et a fermé la porte doucement derrière lui. Le silence qui a suivi a été la respiration la plus propre que j'ai prise depuis des mois. Pas la victoire, juste la clôture. Cela faisait 4 mois que le tribunal avait signé le jugement de divorce. 4 mois depuis que Denis était sorti de mon bureau avec les épaules affaissées et son héritage se dénouant derrière lui, et 4 mois depuis que Stéphanie était officiellement sortie de ma vie. Pas seulement de la maison, mais de l'espace dans ma tête qu'elle louait sans permission. Mes samedis avaient de nouveau un rythme. Je me réveillais tôt, je préparais mon propre café, je me promenais le long de la Willamette à travers cette étendue de parc riverain près de Selwood. Rien d'extravagant, juste moi, une veste légère et l'odeur du cèdre et de l'eau lointaine. J'aimais le calme maintenant, le vrai, pas la fausse paix que nous avions l'habitude de garder entre des dîners tendus et des conversations évitées. Ce matin-là, l'air était vif. Un léger brouillard planait au-dessus de la surface de la rivière. Je dépassais des joggeurs, des promeneurs de chiens, des couples en pleine conversation. Puis je l'ai vue. Cara. Elle se tenait près d'un banc, jetant des miettes à 2 canards qui se dandinaient vers ses pieds. Je ne l'avais pas vue depuis le tribunal. Nous avions échangé un court courrier électronique par la suite, un simple remerciement de sa part, et une courte réponse de la mienne, mais rien d'autre. J'ai ralenti, me demandant si je devais passer inaperçu, mais ensuite elle a levé les yeux et a souri, pas poliment, sincèrement. « Michael » a-t-elle dit doucement. « Salut. » Et, ai-je répondu, les mains dans les poches. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je viens tous les week-ends, a-t-elle dit. Je fais ça depuis des années. Denis n'a jamais aimé marcher. J'ai fait un léger signe de tête. Il semble que nous ayons plus en commun que nous ne le pensions. Elle a ri, pas amèrement, juste légèrement. On dirait bien. Nous sommes restés en silence un instant, regardant les canards se battre pour des miettes. Comment vont les choses, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Calme. Simple. Bien en fait. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Pareil ici. J'ai quitté les Coswego. J'ai pris un endroit plus proche de ma sœur. Les garçons s'adaptent. Je suis content, ai-je dit. Une autre pause, mais celle-ci ne semblait pas gênante. Elle semblait juste posée. Elle a fait un geste vers le banc. Tu veux t'asseoir? Je le voulais. Nous nous sommes assis là pendant 20 minutes, peut-être plus. À parler de petites choses. Le récital de guitare de son fils. Un séminaire fiscal où j'avais pris la parole. Sa tentative de faire cuire du pain au levain, un désastre, une brique. Pas de discussion sur le passé. Pas de mention des noms de nos anciens partenaires. Juste 2 personnes avec de l'air libre entre elles. À un moment donné, elle a ri, un son plein et sans filtre qui a fait se retourner quelques enfants à proximité.
cela m'a surpris de voir à quel point j'aimais l'entendre. Au bout d'un moment, elle s'est levée. Eh bien, je devrais y aller. Les garçons sont probablement en train de brûler les toasts. Je me suis levé aussi. On se reverra. Elle a souri à nouveau. Je l'espère. Et juste comme ça, elle s'est éloignée, son écharpe traînant derrière elle dans la brise. Je n'ai pas poursuivi l'instant. Je suis resté là à regarder la rivière, les canards, le sentier devant moi. Ne me précipitant vers rien, n'essayant pas de réparer ce qui s'était brisé, respirant juste ce qui était enfin à moi à nouveau. La paix. Mais au fond, je savais aussi autre chose. Des cendres de tout ce qui s'était effondré, quelque chose de solide pourrait bien commencer à pousser. Et cette fois, je ne l'ignorerai pas. Non par espoir, mais parce que cela semblait mériter.